Bonjour, alors nous commençons avec un peu de retard, pardonnez-nous, cette rencontre avec Luis Sepulveda en compagnie de son éditrice et qui nous fait le plaisir de traduire aussi Luis Sepulveda cet après-midi. Alors, je ne vais pas présenter longuement Luis Sepulveda parce que tout le monde le connaît, écrivain et journaliste chilien, issu d'une famille communiste, militant, vous le savez, emprisonné sous Pinochet, qui a participé à la révolution sandiniste au Nicaragua, correspondant de guerre en Angola, grand voyageur s'il en fut, militant de l'environnement aussi avec Greenpeace et aussi avec par exemple Patagonie sans barrage, une association en Patagonie évidemment, qui a vécu l'exil à Hambourg, puis à Paris, et qui aujourd'hui vit dans les Asturies en Espagne. Voilà, a brossé très très vite ce personnage. Il faut parler du théâtre aussi, puisque Luis Sepulveda a fondé des groupes de théâtre au Pérou, en Colombie, en Équateur. Il est réalisateur de films. Il écrit des romans, il écrit des récits, il écrit des contes. Bien sûr, en 1992, les vieux qui lisaient des romans d'amour que tout le monde connaît et dont on va peut-être avoir l'occasion de reparler là. Moi, je citerai 1997, Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre. D'abord parce que j'aime beaucoup ce texte et puis j'aime énormément ce titre. En 2001, Les Roses d'Atacama. En 2010, un roman que j'aime particulièrement aussi, L'ombre de ce que nous avons été. Et puis peut-être deux textes plus récents que j'ai apportés ici. Ingrédient pour une vie de passion formidable qui est paru récemment et qui est un recueil en fait de textes qui ont été, ils sont pas tous inédits, qui ont été publiés à différents endroits et qui est extrêmement passionnant parce que c'est un portrait en fait, à la fois de l'écrivain, du militant et je dirais de l'homme Sepulveda. C'est-à-dire que la lecture de ce livre permet d'une connaissance en fait, je dirais intime en fait avec Luis Sepulveda. C'est un très beau livre. Et puis un conte dans la tradition des contes que Luis Sepulveda publie pour les enfants, mais qui sont en fait des contes transgénérationnels. C'est le genre de texte qui est apprécié aussi bien par le petit-fils que le grand-père quand il lui lit l'histoire. Et c'est vrai que c'est le genre de conte, même en tant qu'adulte, quand on commence à le lire, au bout de 30 secondes, on oublie que c'est un texte qui s'adresse à la jeunesse. C'est en fait un texte pour tout le monde, histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur. C'est une fable et qui est très bien illustrée par Joël Jolivet, que vous connaissez sans doute aussi, qui est venu plusieurs fois au Festival de Colmar. On va avoir l'occasion de parler de ce conte tout de suite. Donc voilà, un homme qui a le don d'ubiquité, qui a vécu des vies multiples et qui possède un don fabuleux, celui de raconter des histoires, comme celle du jour où Indiana Jones n'est pas arrivé à la gare Montparnasse. Ça, c'est un texte que j'aime beaucoup et qui va peut-être me permettre de présenter Anne-Marie Métellier, parce qu'en fait, le jour où Indiana Jones n'est pas arrivé à la gare Montparnasse, c'est le jour où Luis Sepulveda a fait la connaissance d'Anne-Marie Métellier. Alors, si vous voulez bien, Louis, j'aimerais bien que vous fassiez le travail à ma place et que vous présentiez Anne-Marie Métellier. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que ese texto tendría que haberse llamado French Connection. La première chose que je devrais dire, c'est que ce texte aurait dû s'appeler French Connection. Porque yo había oído solamente la voz de Anne-Marie Métellier por teléfono y mi imaginación me hacía verla de maneras muy diferentes. Oui, je n'avais entendu que la voix d'Anne-Marie Métellier au téléphone et mon imagination me faisait la voir de façon très différente. Y se puede comprender que la imaginación de un latinoamericano, una editora francesa, era necesariamente una señora que había tenido un affaire amoroso con Hemingway. Et on doit comprendre que dans la tête d'un latino-américain, une éditrice française était forcément quelqu'un qui avait eu une affaire amoureuse avec Hemingway. Pero no, a partir del primer momento nació una amistad
que va más allá de lo literario. Mais à partir du premier instant, une amitié est née qui va plus loin. Y como digo en el libro, yo me siento particularmente orgulloso de tener toda mi obra publicada en una sola editorial francesa y que es Métayer. Et je suis particulièrement heureux de voir que toute mon œuvre est publiée, toute dans son ensemble, dans une seule maison d'édition qui est chez Métellier. C'est un peu dur de traduire ça, hein. Et oui, c'est difficile de rester sans rougir à traduire ça. Alors, quand même, peut-être, dans ce texte, Luis Sepúlveda, parlant de vous, son éditrice, il dit que vous êtes implacable à l'heure si nécessaire de la critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une relectrice terrible, Anne-Marie Métellier? Sí, primero Anne-Marie Métayer es una editora en el más amplio sentido de la palabra. Anne-Marie Métellier est une éditrice dans le sens le plus large du mot. Es decir, es implacable a la hora de la crítica, pero también es muy generosa a la hora del consejo. Elle est implacable au moment de la critique, mais généreuse pour les conseils. Y solamente un imbécil no aceptaría las críticas de Anne-Marie o no seguiría los consejos que da Anne-Marie Métayer. Et seulement un imbécile serait la seule... je suis perturbée. Seul un imbécile n'accepterait pas les conseils et les critiques. Bon, on arrête de vous torturer, Anne-Marie, mais en tous les cas, quand même, très sincèrement, merci. Parce que c'est vrai que pour nous, les lecteurs, grâce à vous, grâce d'ailleurs pas seulement pour les lecteurs français, hein, grâce à vous, pour les lecteurs de beaucoup de pays, on a pu suivre voilà tout le travail, toute l'œuvre de Sepúlveda, et ça c'est un beau cadeau que vous faites à vos lecteurs, Anne-Marie. Alors, ma première question, Luis, elle concerne, parce que là, j'ai parlé de Histoire d'un escargot, j'ai parlé de Ingrédients pour une vie de passion formidable, on pourrait parler de beaucoup d'autres livres de vous. Vous avez un goût pour la forme courte. J'ai pu lire, grâce à Anne-Marie Métellier, en avant-première, un texte qui va paraître en avril prochain, dans un recueil aussi de textes courts, qui s'appelle L'Ouzbek muet. Qui raconte, là, vous verrez, en avril, le livre paraîtra, qui raconte la pérégrination d'un Péruvien, Rodrigo, en Europe de l'Est, qui part à Moscou pour ses études. C'est un conte tout à fait, dans votre manière, à la fois, enfin, je dirais, doux amer, très drôle, et en même temps extrêmement grave, et même, à certains moments, bouleversant. Donc, je voulais vous poser cette première question sur la forme courte. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette forme de la forme courte, de la fable ou du conte? Es una pregunta bastante difícil. C'est une question difficile. Pero creo que la única manera de explicarla es decir que yo amo apasionadamente mi lengua. La meilleure façon de le dire, c'est que j'aime passionnément ma langue. Y siempre he sentido que el español es una lengua que permite expresar grandes ideas con las palabras justas y precisas. Et j'ai toujours pensé que l'espagnol était une langue qui me permettait d'exprimer des grandes idées avec une forme précise et brève. Me gusta mucho lo barroco en la pintura o en la ópera. Pero detesto el barroquismo en la literatura. J'aime le baroque dans la peinture ou dans la musique, mais je déteste le baroque en littérature. Y para mí, cuando comienzo a trabajar, el gran desafío es la concisión, la brevedad. Et moi, quand je commence à travailler, mon grand défi, c'est la concision, la forme brève. Porque a mí me gusta leer libros que me permitan también participar como lector de la lectura. Moi, j'aime lire des livres qui me permettent de participer comme lecteur. Y mi idea como escritor es invitar a mis lectores a participar también de lo que yo escribo. Et mon idée en tant qu'écrivain, c'est d'inviter mes lecteurs à participer à ce que j'écris. Y eso se consigue solamente con un lenguaje conciso, preciso, exacto. Et ça, on n'y arrive qu'avec un langage concis, précis, exact. No, los adornos
es también cuando uno está frente al espejo y se pone un poco de crema y un poco de aftershave, pero en la literatura no. Les décorations, c'est bien quand on se regarde dans la glace et qu'on se passe de l'aftershave et tout ça. Mais dans la littérature, non. Y por otra parte, yo vengo de una región del fin del mundo, Et d'autre part, je viens d'une région au bout du monde en donde amamos hablar con un lenguaje breve, preciso, conciso. où nous aimons parler avec un langage bref, concis, précis. Y eso naturalmente está presente en todo lo que escribo. Et ça, c'est présent dans tout ce que j'écris. Et alors, est-ce que vous voyez une différence entre l'art du conteur, l'art du romancier et l'art du nouvelliste? Sí, hay diferencias, evidentemente. Oui, il y a des différences entre les trois formes. Yo me siento bien cuando estoy escribiendo una novela porque sé que es un proyecto de escritura de largo recorrido. Oui, je me sens bien quand j'ai un projet d'écrire un roman parce que c'est un projet à long terme. Pero me siento particularmente cómodo cuando escribo relatos Mais je suis particulièrement à mon aise quand j'écris des récits. porque el relato o el cuento es el género más difícil de la literatura. Le récit ou le conte, c'est un des genres les plus difficiles de la littérature. Cuando uno escribe una novela, uno tiene una gran ayuda en el orden por capítulos de la novela. Quand on écrit un roman, on est très aidé par l'ordre en chapitres du roman. Si uno siente que un capítulo está bajo, sabe que con el siguiente capítulo lo va a levantar. Quand on a l'impression qu'un des chapitres est un peu plus faible, on sait que le suivant va nous permettre de le relever. En cambio, el cuento tiene algo mágico porque el cuento resulta o no resulta. Le conte, c'est magique, c'est ou ça marche ou ça marche pas. Un gran escritor, Julio Cortázar, decía que el cuento debe ser como un golpe al mentón del lector. Un grand écrivain, Julio Cortázar, disait que le conte devait être comme un uppercut sur le menton du lecteur. Y es un gran desafío siempre la escritura de cuentos. Écrire des contes, c'est toujours un grand défi. Y también me siento muy cómodo en esa otra forma de escritura breve que son las fábulas. Je me sens aussi très à l'aise dans cette forme d'écriture brève que sont les fables. Porque sin ser un hombre vanidoso, Car sans être vaniteux, no hay nada más estimulante que tener lectores jóvenes. il n'y a rien de plus stimulant que d'avoir des lecteurs très jeunes. A mí me llena de satisfacción saber que ya son varias generaciones de niños los que han crecido leyendo mis libros. Et moi, je suis particulièrement heureux de savoir qu'il y a plusieurs générations d'enfants qui ont grandi en lisant mes livres. Oui, alors là, justement, de l'histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur, que je vous recommande particulièrement. C'est vrai que c'est une fable. C'est une fable qui vous agrippe dès les premiers mots. Et c'est aussi une fable finalement avec une grande portée, c'est-à-dire que c'est l'intérêt d'ailleurs des contes et des textes courts, c'est que souvent ils sont courts, mais après ils se déploient dans la tête du lecteur et ils peuvent prendre une place largement aussi importante que celle d'un roman épais. Et là, il y a toute une réflexion en fait à travers l'histoire de cet escargot, justement sur la lenteur. Il y a un élange de la lenteur au moment où nos sociétés peut-être sont prises dans une espèce de course folle qui amène le monde à sa destruction. Donc c'est un livre en fait extrêmement profond derrière la fable. Et puis il y a aussi l'humour, et je voulais vous poser une question sur l'humour, Luis Sepúlveda. Par exemple, dans l'Ouzbek muet dont je parlais tout à l'heure, je disais que c'était un texte doux amer, c'est un texte qui est très drôle, c'est même, à certains moments, ça fait éclater de rire, mais c'est un texte très grave, et c'est un texte qui montre des réalités très dures. Donc j'aimerais bien que vous vous exprimiez sur cette question. Quelle est la place de l'humour dans votre œuvre? Parce qu'il y a toujours l'humour dans votre œuvre.
Bueno, yo siempre he evitado ser un individuo patético. J'ai toujours évité d'être un individu pathétique. Y tal vez eso también tiene que ver con que nací en ese país lejano del sur del mundo. Ça a peut-être à voir avec le fait que je sois né dans ce pays lointain du sud du monde. Generalmente en la historia los chilenos hemos estado tan solos que solamente hemos podido reírnos de nosotros mismos. En général, dans l'histoire, les Chiliens ont été si seuls qu'ils n'avaient de possibilité de rire que d'eux-mêmes. Y hay en la mentalidad nuestra una especie de compulsión a mirar las cosas con humor. Et il y a dans notre mentalité comme une compulsion à regarder le monde avec humour. De otra parte, hay algunos sucesos de la vida del pasado Il y a aussi des événements dans la vie du passé que la única manera de verlos hoy es con amor y humor. qu'on ne peut regarder qu'avec amour et humour. Yo no puedo olvidar, por ejemplo, que en alguna fiesta con amigos en Santiago de Chile me he encontrado con mis compañeros de camino. Je ne peux pas oublier que dans certaines fêtes à Santiago, j'ai rencontré mes amis avec lesquels j'avais fait un chemin. Y en una ocasión, por ejemplo, 8 hombres y 6 mujeres que estábamos en una mesa. Et une fois, 8 hommes et 6 femmes, nous étions autour d'une table. Descubrimos que reuníamos todos juntos más de 1.500 kilos de peso. Nous avons découvert que en tout, nous faisions plus de 1000 kilos comme poids. Y casi un siglo de años de cárcel. Et presque un siècle d'années de prison. Y claro, se podría decir, pensar en la cárcel es un tema muy serio. On pourrait dire, penser à la prison, c'est vraiment un thème très sérieux. Pero realmente preferimos mirarlo con una óptica de humor. Mais je préfère aller regarder du côté de l'humour. Porque creo que la sociedad actual se ha convertido en una especie de pathos permanente. Parce que je crois que la société actuelle s'est transformée en espèce de pathos permanent. Y con mi literatura trato un poco de evitar esa imagen patética del ser humano. Et moi, dans ma littérature, j'essaie d'éviter cette image pathétique de l'être humain. Puede sonar raro, puede sonar extraño, pero en mis libros yo dejo siempre un espacio a algo que es necesario y que se llama alegría. Ça peut paraître bizarre, mais dans mes livres, j'essaie de laisser toujours un espace spécial qu'on appelle la joie. Y esa es una cuestión de principios. Et c'est une question de principe. Alors c'est vrai qu'il y a cette tendance aujourd'hui au pathos, et toujours par rapport à la question de l'humour, il y a aussi beaucoup, je trouve, dans la société contemporaine, le ricanement et le cynisme. C'est quelque chose de... Alors c'est une forme d'humour, mais c'est un humour que vous n'aimez pas. Et j'ai lu dans un texte que vous avez publié dans Le Monde en 2010, le fait que vous faisiez une différence entre l'humour et le sarcasme, qui est justement très contemporain. Vous dites, le sarcasme est une lâcheté. No, yo hago una diferencia. Yo uso la ironía. Moi, j'utilise l'ironie. Y realmente, con todo respeto, rechazo la idea del sarcasmo. Je repousse l'idée du sarcasme. Porque la ironía siempre es inteligente, es creativa. L'ironie est toujours intelligente et créative. Y el sarcasmo siempre es cobarde. Et le sarcasme est toujours lâche. La ironía argumenta. L'ironie argumente. El sarcasmo ataca simplemente. Le sarcasme attaque simplement. Entonces también en todo lo que escribo como ensayos o colaboraciones de prensa, Dans tous mes articles ou toutes mes collaborations avec la presse, para mí es importante que la columna vertebral sea irónica. je pense que la colonne, Que la columna vertebral de lo que escribo. la colonne vertébrale soit ironique. Pardon, je reprends. La colonne vertébrale de l'article soit ironique. Ese artículo que menciona es un artículo que fue publicado en varios idiomas. L'article du Monde avait été publié dans plusieurs langues.
Y curiosamente los lectores lo tomaron bien, lo entendieron. Et les lecteurs l'ont très bien pris. Pero aquellos a quienes iba dedicado el artículo, es decir, los responsables de la crisis en España, lo tomaron muy mal. Mais ceux à qui il était destiné, c'est-à-dire les responsables de la crise en Espagne, l'ont pris très très mal. Porque justamente se sintieron tocados por la ironía. Parce que justement, ils ont été attaqués par l'ironie. Y a veces la ironía es un arma subversiva magnífica. Et souvent, l'ironie est une arme subversive magnifique. Alors le goût des textes courts, l'humour, et puis bien sûr, je disais la gravité. C'est vrai que, par exemple, quand on lit tous les textes dans Ingrédients pour une vie de passion formidable, hein, de vos livres tout récents, on voit toujours vos préoccupations sociales très très fortes. Il est question, par exemple, de mineurs, il est question des travail dans les mines et plein d'autres sujets. Et évidemment, là, c'est au cœur de votre travail. D'ailleurs, il y a un article qui est reproduit dans ce recueil, dans lequel vous dites qu'au fond, depuis que vous écrivez, votre objectif, c'est d'écrire pour donner la parole aux sans-voix, à ceux qui sont privés de parole publique. J'aimerais bien que vous vous exprimiez sur cette question. Bueno, yo siempre he dicho, y porque lo siento así, que primero soy ciudadano y después soy escritor. Bon, j'ai souvent dit, parce que je le ressens comme ça, que je suis d'abord un citoyen et ensuite un écrivain. No podría sentarme a escribir, a hacer ficciones, si primero no he cumplido con mi deber de ciudadano. Je ne pourrais pas m'asseoir pour écrire des fictions si je n'avais pas d'abord rempli mon devoir de citoyen. Bueno, yo nací el año 1949. Je suis né en 1949 Y a lo largo de 65 años, et au long de ces 65 ans, con una sola excepción, avec une seule exception, mi rol de ciudadano ha sido decir no, no estoy de acuerdo, no. mon rôle de citoyen était de dire non, non, je ne suis pas d'accord. Solamente en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, conocí el placer de estar de acuerdo, de decir sí. Et ce n'est que sous le gouvernement de Allende au Chili que j'ai connu le bonheur de dire oui, je suis d'accord. Y creo que como van las cosas, voy a morir al lado de los que decimos no, no estoy de acuerdo, esto no me gusta. Et du train où vont les choses, je crois que je vais mourir en continuant à dire non, non, je ne suis pas d'accord. Bueno, eso evidentemente se llama vinculación ética con la sociedad. Et ça s'appelle évidemment une relation éthique à la société. Yo me vinculo con la sociedad y con la vida de una manera profundamente ética. Creo en la ética. Ma relation avec la société est profondément éthique. Creo en la ética. Je crois en éthique. Y naturalmente me relaciono con la literatura desde un punto de vista profundamente estético. Et ma relation avec la littérature se place d'un point de vue esthétique. Soy consciente de que soy capaz de crear belleza. Je suis conscient du fait que je suis capable de créer de la beauté. Pero el problema es que soy hombre y soy escritor. Le problème, c'est que je suis un homme et je suis un écrivain. Soy ciudadano y soy escritor. Je suis un citoyen et je suis un écrivain. Entonces trato de dar a la literatura la misma carga ética que le doy a la vida. Et je m'emploie à donner à la littérature la même charge d'éthique que dans la vie, qu'aux citoyens. Y naturalmente le doy a la vida la misma carga estética que le doy a mi literatura. Et évidemment, je donne à ma vie la même charge esthétique que celle que je donne à ma littérature. Esto es lo más alejado posible del famoso escritor comprometido. Ça, c'est très très loin du fameux écrivain engagé. Porque la palabra compromiso es una palabra muy fácil. Parce que le mot engagement est un mot très facile. Uno se compromete y se descompromete con igual facilidad. On s'engage et on se désengage avec la même facilité. Pero cuando uno mantiene una vinculación ética con la sociedad,
Mais quand on a un rapport éthique avec la société, es imposible perderla, es imposible dejarla. on ne peut pas l'abandonner. Il y a donc dans votre littérature quand même, si je vous entends bien, une dimension politique, non pas une dimension militante, mais il y a une dimension politique chaque fois dans vos livres ou dans les contes que vous pouvez écrire. Evidentemente hay una dimensión política claramente intencionada. Oui, il y a évidemment une dimension politique intentionnelle. A veces me cansa un poco decir algo que me parece muy natural. Des fois, je suis fatigué de dire des choses qui me semblent très naturelles. Yo me hice a la vida como un joven de izquierda. Je me suis construit, je suis rentré dans ma vie comme un jeune homme de gauche. Lo mejor de la vida lo encontré entre gente que pensaba como yo. Ce qui avait de mieux dans ma vie, je l'ai trouvé parmi les gens qui pensaient comme moi. Luego la vida me fue demostrando que esa gente tenía razón. Ensuite, la vie m'a montré que ces gens avaient raison. Entonces, no tengo ningún miedo de reconocer que soy un escritor rigurosamente de izquierda. Alors, je n'ai aucun problème à reconnaître que je suis un écrivain absolument de gauche. Y me alegra mucho saber que tengo lectores que son mayoritariamente de izquierda. Et je me réjouis de savoir que j'ai des lecteurs qui sont majoritairement de gauche. Entonces compartimos una estética similar, que es una estética de izquierda. Et nous partageons une esthétique particulière qui est une esthétique de gauche. Un escritor y sus lectores dicen, no nos gusta el mundo y vamos a imaginar uno mejor. L'écrivain et ses lecteurs disent le monde ne nous plaît pas et on va inventer une autre façon de construire le monde. Yo trato de aportar a eso con mi capacidad de escritor. J'essaie de contribuer à ça avec mes capacités d'écrivain. Pero lo hermoso es cuando los lectores y el escritor se encuentran en la calle. Mais ce qui est formidable, c'est quand le lecteur et l'écrivain se rencontrent dans la rue. Cuando estamos en la calle diciendo juntos no al gobierno, no a los recortes de la salud pública, no a los recortes a la educación. Et quand nous sommes dans la rue, lecteurs et écrivains, et que nous disons ensemble non aux coupes budgétaires dans la santé publique, non aux coupes budgétaires dans l'éducation. Entonces, yo creo que lo que yo escribo, mi literatura, mi forma de expresarme, es natural a una parte muy grande de la sociedad. Alors ma façon de d'écrire, ma façon de m'exprimer est très générale dans une grande partie de la population. Porque yo soy convencido de que la mayoría de la sociedad es de izquierda. Parce que je suis convaincu que la majorité de la société est de gauche. El problema es que algunos todavía no lo saben. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne le savent pas encore. Pero lentamente lo van a ir descubriendo. Mais ils vont le découvrir lentement. Sur cette question, on lit partout et depuis très longtemps que vous écrivez sur les perdants, que vos personnages, la plupart du temps, sont des perdants. J'aimerais bien qu'on en dise un mot, parce qu'il me semble qu'il ne faut pas qu'il y ait de contresens sur ce thème de perdant. Parce qu'on pense souvent aux perdants au sens de loser américain, c'est-à-dire quelqu'un qui a raté sa vie et qui est responsable de ce ratage, de cet échec. Il me semble que le sens, les perdants que vous mettez en scène ne sont pas des perdants dans ce sens-là, en tous les cas pas seulement, il peut y en avoir, mais que la plupart ce sont plutôt des perdants au sens de ceux qui sont du mauvais côté de la barrière dans la société dans laquelle on est. C'est-à-dire c'est plutôt des gens écrasés par le système que des gens perdants au sens de loser américain. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Creo que no solamente a mí, sino a muchos escritores nos ha interesado
ese perdedor como figura muy importante en la literatura. Je crois que cette figure du perdant a intéressé beaucoup d'écrivains, moi y compris, dans la littérature. Pero el perdedor ilustre, el que sabe por qué pierde. Mais c'est le perdant illustre, c'est celui qui sait pourquoi il perd. No me interesa el broker que perdió en la bolsa de comercio. Non, je ne suis pas intéressé par le trader qui a perdu de l'argent à la bourse. Me interesa el otro, el que pierde porque ha intentado hacer algo y ha perdido. C'est le perdant qui m'intéresse, c'est celui qui a essayé de faire quelque chose et qui a perdu. Yo tengo la imagen del perdedor muy grabada en mi imaginación desde que era un niño. J'ai cette image du perdant très gravée dans mon imagination depuis mon enfance. Porque tuve la fortuna de tener un abuelo que me leyó durante 4 años El Quijote. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a lu tout au long de 4 ans l'histoire de Don Quichotte. Y mientras leía, naturalmente yo me imaginaba lo que iba ocurriendo y sufría y me alegraba. Et évidemment, pendant qu'il lisait, je m'imaginais ce qui était en train de se passer et je souffrais et j'étais heureux. Y hasta que llegamos al final del libro, un libro grueso, Et jusqu'à quand on est arrivé à la fin de ce gros livre, y mientras mi abuelo leía, se le caían las lágrimas. et mon grand-père en lisant pleurait. Sobre todo cuando el personaje que deja de ser Don Quijote de la Mancha Surtout quand le personnage cesse d'être Don Quichotte y se transforma en ese buen hombre que tiene otro nombre, Alonso Quijano. et il se transforme dans ce brave homme qui a un autre nom, qui est Alonso Quijano, Y mira por la ventana de su habitación et il regarde par la fenêtre de sa chambre y contempla cómo en el patio de su casa están quemando sus libros. et il voit comment dans la cour de sa maison, on est en train de brûler ses livres. Esos libros que habían hecho de él un hombre triste y feliz, o sea, un hombre. Et ces livres qui avaient fait de lui un homme triste et heureux, c'est-à-dire un homme. Esos libros que habían hecho de él un héroe. Ces livres qui avaient fait de lui un héros. Esos libros que habían hecho de él un poeta, un soñador, un luchador. C'est le livre qui avait fait de lui un poète, un rêveur, un lutteur. Entonces, ahí aprendí que no hay en la literatura un perdedor más grande que Don Quijote. J'ai appris que c'est comme ça que j'ai appris que dans la littérature, il n'y a pas de personnage de perdant supérieur à Don Quichotte. Y me enamoré de la figura del perdedor. Et je suis tombé amoureux de l'image du personnage du perdant. Pero, repito, de esos perdedores ilustres, Mais de ces perdants illustres. de los que saben por qué han perdido. Ceux qui savent pourquoi ils ont perdu. Y el haber perdido no los avergüenza. Et le fait de perdre ne leur fait pas honte. Al contrario, contemplan su derrota con orgullo. Au contraire, ils regardent leur défaite avec orgueil. Y creo que son, como personas, son las más interesantes del género humano. Et ce sont les gens les plus intéressants du genre humain. Y como personajes literarios son los más ricos y los más complejos. Et comme dans la littérature, ce sont les personnages les plus intéressants et les plus riches. C'est très beau ce que vous venez de dire, je trouve. On a parlé de littérature et politique. Il faut qu'on dise un mot aussi de littérature et voyage. Le voyage est très important dans votre vie. Vous avez beaucoup voyagé. Il est très important aussi dans vos livres. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de ce rapport entre littérature et voyage. Il y a quelque chose qu'on ressent en vous lisant, quand vous décrivez, par exemple, les paysages, ou quand vous décrivez les gens. Mais ne serait-ce que votre premier roman, quand vous parliez de l'Amazonie avec ce vieil homme, la littérature comme le voyage est une manière de s'inscrire dans le monde. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de la place du voyage par rapport à ce que vous écrivez.
Es cierto que hay una gran conexión entre la literatura y el viaje. C'est certain, il y a une grande relation entre la littérature et le voyage. Yo respeto mucho al escritor sedentario. Es una forma diferente de entender la vida. Oui, je respecte beaucoup l'écrivain sédentaire. C'est une façon différente de comprendre la vie. Incluso se han escrito grandes libros de viajes sedentarios. On a écrit aussi de grands livres de voyage sédentaires. Recuerdo, por ejemplo, un libro asombroso de un escritor mexicano Je me souviens d'un livre étonnant d'un écrivain mexicain que se llama Gonzalo Celorio, qui s'appelle Gonzalo Celorio, que hace más o menos 20 años publicó un libro que se llama El viaje sedentario. qui a publié un livre il y a 20 ans, un livre qui s'appelle Le voyage sédentaire. Y en 350 páginas cuenta una historia fascinante. Et en 350 pages, il raconte une histoire fascinante. Cuenta la historia de ir del fondo de su casa a la puerta de la calle. Et il raconte son voyage depuis le fond de sa maison jusqu'à la porte de la rue. Pero hace un viaje a través de la memoria, nombrando todos los objetos que hay en la casa. Mais il fait un voyage à travers la mémoire en nommant tous les objets de la maison. Y viaja a través de la conquista de América, a través de la revolución de los cristeros, Il voyage à travers la conquête du Nouveau Monde, à travers la révolte des Cristeros, a través de la revolución mexicana. à travers la révolution mexicaine. Viaja a través de la historia del mundo sin moverse de su casa. Il voyage à travers l'histoire du monde sans quitter sa maison. Mi caso es diferente porque yo amo los grandes espacios abiertos. Mon cas est très différent parce que j'aime les grands espaces ouverts. Soy un pésimo habitante de la ciudad. Je suis un mauvais habitant de la ville. De las ciudades grandes, se entiende. En las ciudades pequeñas me siento bien. Je me sens bien dans les petites villes, mais dans les grandes villes, non. Pero me siento la invitación en el viaje de nombrar las cosas. Je sens l'invitation du voyage en nommant les choses. Me fascina cuando estoy viajando no saber cómo se llaman algunas cosas o muchas cosas. Quand je voyage, ce qui me fascine, c'est de ne pas savoir comment s'appellent certaines choses et beaucoup de choses. Porque para saberlo hablo con la gente. Parce que pour le savoir, je dois parler avec les gens. Y la gente me va llenando de historias Et les gens me racontent des histoires que yo siento que necesariamente debo contar. que je sens la nécessité de raconter. Entonces, no sé, uno de mis últimos libros que es propiamente tal de viajes es Últimas Noticias del Sur. Un de mes livres, qui est Les dernières nouvelles du Sud, que habla de lo contradictorio que es el concepto literatura y viaje. qui parle de la contradiction qu'il y a entre les termes de littérature et voyage. Porque ese es un libro que cuenta un viaje a la Patagonia junto con un amigo. Il raconte un voyage en Patagonie avec un ami. Un amigo que es un gran fotógrafo que se llama Daniel Morsinski. Il s'agit d'un grand photographe, Daniel Morzinski. Y en un viaje que empezó muy ambicioso, pensábamos movernos unos 2000 kilómetros. C'était un voyage qui avait commencé avec beaucoup d'ambition. Nous pensions faire 2000 kilomètres. Pero en 4 meses apenas nos movimos en un espacio de 50 kilómetros. Mais en 4 mois, nous avons circulé dans un espace d'à peine 50 kilomètres. Porque las historias venían a nosotros. Acudía la gente a contarnos sus historias. Parce que les histoires venaient nous trouver. Les gens venaient nous raconter des histoires. Y claro, es imposible cuando uno ve las líneas de un tren que ya no existe, no contar la historia de ese tren. Et évidemment, quand on voit les rails d'un train qui n'existe plus, c'est irrésistible, il faut raconter l'histoire de ce train. Es imposible no contar la historia de un hombre que vive solo en la Patagonia y hace instrumentos musicales. Il est impossible de ne pas raconter l'histoire d'un homme qui vit seul au fin fond de la Patagonie et qui est un luthier. Y es imposible no contar esa historia si más tarde en la Orquesta Sinfónica de Berlín
un músico me cuenta, este violín lo hizo un luthier de la Patagonia. Et c'est impossible de ne pas raconter cette histoire quand dans l'orchestre symphonique de Berlin, un musicien me dit que son violon a été fait par un luthier du fin fond de la Patagonie. Es imposible no contar la historia de un borracho Il est impossible de ne pas raconter l'histoire d'un ivrogne que se acerca a mí y me dice, si me invitas a un vaso de vino, te cuento una historia. qui vient vers moi et me dit si tu me paies un verre de vin, je te raconte mon histoire. Y yo lo invito a un vaso de vino y él saca su documento de identidad Je l'invite à boire un verre et il me sort sa carte d'identité y me demuestra que es nieto de David Crockett. et il me démontre qu'il est le petit-fils de Davy Crockett. Bueno, entonces para mí el viaje es consustancial a lo que escribo. Moi, le voyage est consubstantiel à mon écriture. Ahora, por ejemplo, vivo una parte del año en el sur del mundo Maintenant, je passe une partie de l'année dans le sud du monde y mi dirección postal ya es un cuento. et mon adresse postale est déjà une histoire. Porque cuando algún amigo me dice, ¿dónde te escribo en Chile? Parce que quand un ami me dit « Où est-ce que je t'écris au Chili ?», Yo le digo, es muy fácil. c'est très facile. Pon mi nombre y luego Alors, c'est très simple. Tu mets mon nom et ensuite Carretera Austral, kilómetro cero. route australe, Kilómetro cero. kilomètre zéro. Bueno, cuando uno se mueve, la vida está llena de historias y hay que contarlas. Quand on bouge, la vie est pleine d'histoires et il faut les raconter. Alors, dernière nouvelle du Sud, effectivement, avec de très très belles photographies de Daniel Morzinski. C'est un livre absolument extraordinaire qui montre à la fois la Patagonie d'aujourd'hui et Dieu sait si c'est beau, les ciels infinis et puis aussi la Patagonie disparue. C'est aussi une forme d'inventaire des pertes. Ce livre-là qui est très bouleversant, j'ai trouvé. Et ça amène ma dernière question, Louis, parce que le temps malheureusement passe vite. C'est la question de la désillusion. Il y a quelque chose dans vos œuvres, et notamment les plus récentes de cet ordre-là, dans l'ombre de ce que nous avons été aussi. Ce livre qui racontait un retour au Chili, un retour à Santiago de gens qui ont dû partir, qui ont dû s'exiler à cause de la dictature de Pinochet, exactement ce que vous avez vécu, etc. On trouve aussi des textes dans lesquels on sent beaucoup la désillusion dans Ingrédients pour une vie de passion formidable. Et puis il y avait cette phrase, et qui rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le Quichotte, que vous avez écrit dans un des textes de Histoire d'ici et d'ailleurs, et qui est une forme peut-être d'autoportrait, je ne sais pas, c'est la question que je vais vous poser. Vous écrivez « Je me sens pareil à Don Quichotte, finalement vaincu, regardant l'ignorance danser joyeusement dans la cour de sa maison, autour du bûcher où flambent ses livres. » Et donc j'aimerais bien que vous vous exprimiez sur cette question. Comment est-ce que la désillusion est l'élément majeur de votre sentiment aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça? Moi, je ressens beaucoup de désillusion. Est-ce que vous êtes pessimiste par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui et là où il va? No, aunque parezca una falta de inteligencia, soy optimista. Non, même si ça a l'air d'être un manque d'intelligence, je suis optimiste. Soy optimista porque hay gente joven Je suis optimiste parce qu'il y a des gens qui sont jeunes. y porque esa gente joven se está moviendo en una dirección determinada. Et que ces gens qui sont jeunes vont dans une direction déterminée. Y de otra parte soy optimista porque el actual estado de cosas está tan mal Et je suis optimiste parce que l'état des choses actuelles, c'est tellement mauvais que por una razón de sobrevivencia de la especie humana tenemos que encontrar una solución. que pour des raisons de survie de l'espèce humaine, il faut que nous trouvions des solutions. Cuando pienso, vivo la mayor parte del año en Europa, Je vis la majeure partie de l'année en Europe. y cuando miro todos los países de Europa Et quand je vois tous les pays d'Europe, y veo que en todos los países desapareció un invento genial que era francés. et que je vois qu'a disparu dans tous les pays d'Europe une invention géniale qui était une invention française, Y que se llamaba l'homme d'État.
es el hombre de Estado, et ça s'appelait l'homme d'État, que ha desaparecido. qui a disparu complètement. Hoy en toda Europa, sin excepción, los gobernantes Aujourd'hui, dans toute l'Europe, sans exception, les gouvernants están al límite del cretinismo. sont à la limite du crétinisme. La sociedad está gobernada por cretinos. Les sociétés sont gouvernées par des crétins. Entonces, esto debe necesariamente cambiar. Alors ça doit absolument changer. Porque evidentemente saber que mi gobernante es un cretino me produce tristeza. Parce que savoir que mon gouvernant, celui qui me gouverne, est un crétin, ça me rend très triste. Pero me produce al mismo tiempo el deseo de cambiarlo. Mais ça aussi provoque en moi le désir de le changer. Y por ahí empieza el optimismo. Et c'est là que commence l'optimisme. Y por otro lado veo realmente que los jóvenes empiezan a moverse en esa dirección. Et je vois que les jeunes vont dans cette direction. Es decir, no queremos tener gobernantes cretinos. Ils ne veulent pas avoir des gouvernants crétins. Queremos que se vuelva al tiempo feliz de la capacidad y de la honestidad. Ils veulent qu'on revienne au temps heureux de la compétence et de l'honnêteté. La lista de cosas que hacen ser pesimista es muy grande, La liste des choses qui vous rendent pessimiste était immense. pero la lista de cosas que hacen ser optimista es más grande todavía. Mais la liste des choses qui vous rendent optimiste est encore plus longue. Bon, on va terminer sur cette note optimiste. Je voudrais remercier vivement Louis d'avoir accepté cet exercice. Bien sûr, remercier aussi l'amitié que nous a fait Anne-Marie Métellier de bien vouloir d'avoir été présente et de traduire Louis. Vous remercier tous de votre attention.